est un personnage très important de la chaîne du cinéma français et international. Mais il est aussi, c'est un réalisateur qui a fait des films d'auteur magnifiques, donc La Sirène Rouge. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous recommande vivement de le voir. C'est une personnalité. On va évoquer avec lui sa vie. On va parler aussi de son prochain projet qui va se tourner en Chine. Donc, il nous dira comment tout ça s'est monté. Et on est doublement content encore, puisqu'il a été un de nos premiers soutiens aussi, à accepter en tout cas nous rencontrer pour le livre La French Touch. Voilà. Donc rien que pour ça, on le remercie encore. Rien que pour ça, je me souviens qu'avec Damien, nous sommes allés le voir au mois de décembre dans sa maison à Issy-les-Moulineaux, près de sa cheminée, à côté de ses magnifiques peintures, et qui nous a consacré 5 à 6 heures. Donc c'était la première interview que vous pouvez retrouver dans ce livre, que vous pouvez acheter à moitié prix, je rappelle. Aujourd'hui. Et vraiment, Olivier, avec Damien, on voulait te remercier de ta confiance. Non, c'était déjà c'est un plaisir. Comme tu le sais, je fais pas beaucoup d'interviews, encore moins dans ce pays. Mais quand je les fais, j'essaie de donner du temps aux gens avec qui je peux passer du temps. Voilà. Et là, c'est un plaisir. C'est un plaisir en plus d'avoir la fierté rien que le titre, de pouvoir. Parce qu'on parle peu du cinéma français à l'international ou international français à l'international. Je pensais plutôt ça. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des gens que ça intéresse parce que globalement en France, ce qu'on fait n'intéresse pas beaucoup notre industrie. Voilà. Et je parle, je vais dire en toute franchise et on s'en fout un petit peu parce que mon métier c'est de faire des films et pas de la communication. Mais c'est vrai que pour une fois c'est c'était vachement intéressant d'en parler et puis surtout de vous donner toutes les ramifications possibles, imaginables, puisque c'est ça qui est intéressant. Moi j'ai une expérience, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que c'est intéressant de croiser les expériences diverses de tournage aux États-Unis avec d'autres metteurs en scène, parce qu'on vit à la fois la même chose et pas la même chose, puisque ce ne sont pas les mêmes films, et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Alors moi ce que je propose, c'est qu'on passe quelques bandes annonces des films d'Olivier. Pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance. C'est la partie chiante. Welcome to Istanbul. This man is our enemy. Slaughtered our men, our brothers, our sons. We will have our revenge. John! How's it going? Listen to me carefully, yeah? Your mother and I are going to be taken. No, now. No! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey. Lenny! Kim's doing okay? Yeah, seems like the usual, Kim. Lenny! Lenny? Sir, back away now! I can do this. Put your hands up, now! Wanted for murder. Suspect's name, Brian Mills. 21, he joins the army. At 23, he joins the special forces. He's a trained sniper, an explosives expert. This guy right here, he knows how to disappear. Hold down your head. Something terrible's happened to your mom. I don't know why, but I'm gonna find out. Don't trust anyone. If you go down this road, the LAPD, the FBI, the CIA, they're all gonna come for you. They'll find you, and they'll stop you. Good luck.
boss said you're the man for the job. Unavailable. You have 10 seconds to change your mind. I'll give you 5 seconds to remove your hand. I'm insisting using only the best man for this assignment. Don't think of this as just another job. Think of it as a mission. One condition. I drive my own car. We changed the oil, gave it a tune-up, took out all the non-essentials. And that's not my company. You want to tell me what this is all about? When you pass 75 feet from the car, complete the mission, save your life. You didn't mention your brain company. It's complicated. With you, it's always complicated. On November 26th, fasten your seatbelt. They're going to get us. Do not. You heard something more positive. Step away from the vehicle. You disappointed me. Not thinking any idiot with a driver's license will do. Fired. Jason Stephen. You think we're playing games, Frank? A little late for one, so you think? One more step, Frank. Come on, one more. Transporter 3. Hey, buddy. Got the good stuff. Put your hands on the car! Put your hands on the car! You think this is funny? No, sir! No, sir! Never forget where you came from. Get ready. Just remember where you came from. Who are you? No, from service. 2200 in the last 4 years. I'm doing this my way. Why? You know why. She's going after us. She's just a girl. Take care of her. I don't know if something or someone hurt you before. Find her! Look everywhere! Talk to me. What do you want to know? Anything. Something about you. I was 9. My parents were killed. Never forget where you came from. I will not stop until you feel what I felt all these years. And now I'm going to finish it. Never forget where you came from. C'est intéressant parce que ce sont déjà les bandes-annonces américaines. Il y a à chaque fois un traitement assez différent entre les bandes-annonces françaises et les bandes-annonces Ça dépend des américaines. films. Ça dépend des films. Ça dépend du marketing en fait, parce que sur les Taken par exemple, la Fox détenait pas mal de territoires en vente. Donc la logique a été de garder un marketing, on va dire, commun pour quasiment tous les pays. Mais après, ça dépend des films, ça dépend des territoires, ça dépend de plein de choses. Sur des gros films tels que Taken, on a en général, il y a plein de teasers, hein, là, c'est les principaux, il y en a 50, 60 différents, en fonction
fonction du support et en fonction du moment où ça arrive. Mais globalement, effectivement, sur les Taken 2, Taken 3, c'est les mêmes teasers en France qu'aux États-Unis. Ils sont quand même assez doués pour faire les teasers, donc faut savoir qu'à chaque fois un teaser, c'est un coût énorme en marketing. Donc, voilà. Et le réalisateur a un droit de regard, justement. Oui, il y a tout. Là, il y a 2 jours, j'ai reçu, par exemple, Sony a vendu, je ne sais plus pour quelle plateforme, Colombiana, et demande systématiquement l'autorisation de pouvoir mettre de la pub à tel endroit. Donc on reçoit les copies. Donc là, j'ai reçu il y a 15 jours une version 86 minutes du film. Enfin, voilà, on est dans on est systématiquement dans toutes les boucles de tout. Les teasers, on en reçoit enfin beaucoup, parce qu'ils en font beaucoup. Donc oui, on est même les affiches, et ainsi de suite. On est dans la boucle de tout. Alors justement, Olivier. C'est pas comme les gens s'imaginent où il y a une espèce de. On est malgré tout consulté. Surtout, comme on fait des films qui rapportent un peu d'argent, ils nous demandent logiquement notre avis parce que ils partent du principe qu'on doit avoir un œil là-dessus. Enfin, voilà. Ce que je disais, c'est que tu as un parcours très singulier en fait. Tu viens pas, j'allais dire, d'un corpus cinématographique direct. Loin de là. Et est-ce que tu peux justement un peu nous l'expliciter et nous dire à peu près ce qu'il en était? Moi, je viens de banlieue. À la base, je suis pas du tout prédisposé à faire du cinéma puisque j'ai jamais voulu en faire. J'étais peintre, je viens du graffiti, j'ai une première activité, carrière dans le graffiti, tout début des années 80, parce que j'ai commencé à peindre en 80. Puis petit à petit, ça m'a permis de vivre, de peindre un peu partout dans le monde. J'ai toujours eu une espèce de culpabilité d'où je venais, donc je suis revenu en banlieue, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec les mômes un peu partout en France, et d'ailleurs même pas qu'en France. Et puis dans les années fin 80, j'ai rencontré Jean-Baptiste Mondino et Philippe Dupuy-Mindel, et ils montaient une prod qui s'appelait Bandit. Ils m'ont dit voilà, on monte une prod qu'avec des gens qui viennent pas du cinéma. Et en fait, on aimerait, est-ce que tu as des idées de court-métrage? Alors je dis ah bon, court-métrage, pourquoi faire? Enfin, je comprenais pas l'intérêt. Ils cherchaient, il y avait Seb Janiak qui était graphiste, Senawi qui était photographe. Et du coup, j'ai eu une idée d'un court-métrage qui est tiré d'un fait divers, qui m'a touché, puisque c'est un de mes amis qui s'était fait assassiner dans le métro. Donc j'ai écrit là-dessus, c'est une espèce de. Et puis ils ont déposé ça au CNC, j'ai eu le CNC, et puis voilà comment j'ai fait mon premier court-métrage. Voilà. Après j'en ai fait un autre, puis un autre, j'en ai fait une quinzaine. J'ai commencé à faire des clips assez tard, parce qu'il faut savoir que mon premier film a été interdit au moins de 16 ans. Mon troisième film, je parle de court-métrage, mon troisième film aussi. Donc j'ai eu quand même un curriculum d'interdiction au moins de 16 ans et de censure en tout genre qui dépasse largement celui de Gaspard. Donc ça a été un peu compliqué au début, notamment pour les clips et la pub, parce que c'était trop compliqué, trop dur ce que je filmais. Du coup, voilà. Après, donc, on m'a contacté pour, en 95, je crois, pour La Sirène Rouge, ou même avant. C'était UGC qui avait les droits à l'époque. On a commencé à écrire le film. Ça a été compliqué parce que c'était des films de genre, il n'y avait pas beaucoup d'argent à l'époque. 97 arrive avec Yann Kounen et Doberman qui, j'adore Yann, mais il nous a bien ruiné, savonné la planche et fait que le cinéma de genre a été sinistré avec le départ de Ronan Gir à France 3, son éjection par El Kabash à l'époque. Et il fait que France 2, France 3 ont réduit plus que considérablement, même voire annulé toute leur participation dans les films de genre. Donc du coup, le film de genre a été quelque peu malmené, et La Sirène était toujours là, quelque part. Et puis en fait, c'est à la suite d'une rencontre avec les gens de chez TPS, en 98, Emma Lepers, Didier Luffer et Bouchy, qu'ils m'ont demandé, ils m'ont dit, t'as pas un sujet, on aimerait vraiment faire ton premier film. J'avais fait un court-métrage, je leur ai montré, puisque ce court-métrage avait une histoire, je l'avais montré en Lituanie. À l'époque, Paul Verhoeven qui était là m'avait dit, c'est un bout de long-métrage, pourquoi tu fais pas avant-après? Donc je leur raconte l'histoire en me disant, bon, on sait jamais. Et puis en fait, ils ont adhéré. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film, qui n'était pas La Sirène, mais qui était Exit, avec 600 000 € à l'époque. Et puis j'ai enchaîné La Sirène juste derrière, parce que tout d'un coup, ça s'est débloqué. On a fait ça avec très peu d'argent, on avait un peu moins de 3 millions d'euros. Et puis voilà comment j'ai commencé. Mais voilà, c'était typiquement du genre, c'était des thrillers, mais avec, j'étais, je pense, un des derniers à avoir fait, en tout cas de cette époque-là, avoir pu faire un thriller avec cet argent-là. Après, ça s'est bien resserré en termes de moyens, et du coup,
voilà, pendant quelques années, j'ai été sur des projets américains puisque j'ai eu la chance de faire La Sirène en anglais. Et du coup, et puis en fait, je suis un peu en train de vous griller toute votre logique, mais Luc est venu me voir. On s'était rencontré avec Luc Besson dès mon deuxième court-métrage. J'avais refusé de travailler avec lui parce que je ne voyais pas l'intérêt de travailler. Il voulait que je fasse la seconde équipe sur Léon et j'avais jamais fait ça, donc je voyais tout simplement pas l'intérêt. Et du coup, pendant très longtemps, on s'est pas vu. Il a entendu parler que j'avais fait mon premier long. Il a voulu le voir sans me le dire. Mon producteur l'a vu. Et puis à partir de là, il a décidé de distribuer le film à l'international, de vendre le film. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Voilà. Après, bon, c'est plus compliqué que ça, beaucoup plus compliqué que ça. Exit, c'est 99. Transporteur 3, ça doit être 2007, si je me rappelle bien. Donc pendant très longtemps, pour Europa, j'étais un peu trop agité, c'est-à-dire il m'appelait l'artiste. Il faut dire à quel point c'était compliqué. Jusqu'au jour où j'ai fini par faire une deuxième équipe sur un film qui s'appelle Hitman. C'est la seule fois de ma vie où j'ai resté pour rendre service, une au metteur en scène et deux à Luc. Et du coup, à partir de là, la Fox m'a retenu en disant ce mec, ce serait intéressant qu'il fasse des films pour nous. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fini par faire Transporteur 3 et puis après toute la suite. Voilà. Donc, un schéma super simple. Mais là, ça s'est pas passé aussi simplement. Enfin, disons, tu dis schéma super simple, mais en fait, cette rencontre avec Besson a été quand même très importante dans ta vie. Il a, lui, son équipe de réalisateurs, dont la spécificité, puisque vous avez été plusieurs, est tout à la fois d'être des réalisateurs artistes et en même temps de très bons techniciens. Alors, c'est un truc voilà, qu'on nous dit souvent, l'écurie Besson, comme si on était dans une écurie, on portait une casaque, un truc comme ça. On a chacun un vécu. Louis Leterrier était technicien, il était assistant. Moi, j'ai jamais été assistant de ma vie. J'ai juste fait des films, des courts-métrages, plein de cours. À un moment, il n'était plus possible de faire des films de genre, enfin, des thrillers. Les États-Unis, c'est très long. Enfin, on en reparlera plus tard, mais faire des films aux États-Unis, c'est pas si simple. Et donc Luc était le seul à pouvoir proposer, me proposer en l'occurrence de faire des films. Donc c'est comme ça que je suis arrivé mais je suis le seul, je pense, à être arrivé de cette façon-là. Morel était Steadicammer, il était chef-op, il est devenu réalisateur, un peu pas par hasard, mais un petit peu comme ça quand même. Loulou, effectivement, il était. Et en fait, c'est surtout des assistants, des techniciens. Moi, je suis pas du tout technicien à la base. Moi, j'étais réalisateur dès le début, à faire des films compliqués. Et c'est vrai que j'ai un parcours qui est très particulier. D'où la relation qu'on a avec Luc aussi, qui est très particulière parce que j'ai toujours été honnête et clair avec lui quand ça m'intéresse pas ou quand ça me branche pas. Je fais pas les choses. Voilà. Donc c'est ça la grande différence avec Loulou. Mais moi, je suis contre le côté. Tous les gens pensent, ils connaissent pas Europa, ils savent pas comment ça se passe. Et chaque histoire est différente chez Europa. Il n'y a pas une histoire qui est pareille. Il n'y a pas une carrière qui est pareille. Ce qu'il a vécu avec Kravzik ou avec Louis ou avec Pierre ou d'autres gens. Voilà. Moi, c'est vraiment très particulier, très très particulier. Et donc toi, tu as finalement aussi adhéré à son envie finalement de faire des films de grande ampleur qui puissent tourner aux États-Unis. Il a commencé par ça. En fait, il est sorti de chez Gaumont en 99, 2000. Il a créé un B2K avec Kassovitz et Kounen, qui n'a rien fait, ça n'a rien donné. Donc ça a été pendant un an, on va faire des films différents, ainsi de suite. Il est venu voir, il me dit voilà, on va faire la suite de Léon, je voudrais que tu le fasses. Enfin, voilà, on était parti sur des projets comme ça. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, la réalité financière, elle est vite arrivée. C'est-à-dire qu'on lui a dit, les banques, vous êtes gentils, mais bon, faut faire un peu d'argent. Donc, ils sont partis sur Taxi 2 et ainsi de suite. Donc après, le chemin a un peu changé le vecteur a un petit peu changé de sens et pendant très longtemps, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que moi, il ne m'a pas appelé, on n'était pas dans la même... Et c'est vraiment avec Hitman et le fait qu'effectivement, tout d'un coup, je puisse faire des films et qu'il voit que dans l'action, effectivement, j'avais peut-être cette facilité à tourner, que l'idée est venue. Mais c'est pas venu avant. C'est-à-dire qu'avant, il voulait vraiment des techniciens, c'est-à-dire des assistants, des chefs-op, qui deviennent des réalisateurs parce qu'il les contrôlait complètement. Il avait très peur de notre collaboration parce que j'avais dit non une fois,
quand il est venu sur Exit, je l'ai envoyé chier parce qu'il voulait remonter le film. Je lui ai dit, dans tes rêves. Donc voilà, ça s'est passé de façon très simple et très cash. Et on est toujours comme ça. Et c'est pour ça qu'il avait un petit peu, il envisageait ça difficilement. Et en fait, ça s'est passé très tard, fin des années 2000, avec Hitman, Transporteur et ainsi de suite. Mais après, voilà, moi j'ai une indépendance chez Europa qui est unique. Donc voilà, parce que j'avais fait des films avant et puis j'avais pas envie de lui rendre des comptes et ça lui allait très bien parce que voilà, il me donne le script, on en parlait, je partais faire mon film, je l'appelais quand on avait fini, quand on passait sous 2 heures et puis ça s'est toujours passé comme ça, et ça s'est très très bien passé comme ça. Et jusque là, le contrat a toujours été rempli. Voilà. Alors, comment c'est loin de ce que les gens imaginent. C'est ça. Ce qui se passe avec d'autres metteurs en scène où il est très présent. Moi, pas du tout. Quand il passe me voir une demi-heure sur un tournage, c'est exceptionnel. Je crois que c'est parce qu'on a aussi on se connaît depuis 93, donc on se connaît depuis très longtemps. La première expérience donc de tournage, on va dire aux États-Unis, c'est déjà combien de budget? Alors en tournage pur, la première expérience, j'étais sur un film avec Screen Gems qui s'est arrêté. Donc j'ai eu déjà une première expérience en 2003. Assez particulière. Le film a arrêté à une semaine du tournage. C'était à l'époque, la grande époque des sell and leaseback anglais, c'est-à-dire les fonds anglais. Donc c'est un fonds de détaxe anglais avec une banque qui s'appelle la Royal Scottish Bank ou quelque chose comme ça, qui a suspendu tous ses films au mois d'août. Et moi j'étais en tournage à ce moment-là et on est juste avant de tourner. Donc c'était ma première vraie expérience avec les Américains. Les tournages, tout le monde. Toute l'équipe, tous les gens présents, tout d'un coup, puis allez hop, tout le monde à la maison, payroll, et ainsi de suite. Donc après, quand c'est arrivé de nouveau, c'était sur Hitman en deuxième équipe, avec la Fox qui était présente, c'est eux qui produisaient le film. Et puis après, le Transporteur, c'était Lionsgate à l'époque, mais on n'a pas tourné aux États-Unis. Première vraie grande expérience a été Colombiana. Colombiana, où on tournait à Chicago, Nouvelle-Orléans, Miami et Mexico et la France. Donc il faut savoir que c'est des films français, c'est-à-dire que tous les studios se tournent en France, obligatoirement, mais que toutes les parties effectivement américaines se sont tournées là-bas. Donc première fois, ça a été Chicago, donc l'antre des Unions, puisque la création des Unions c'est Chicago, et à tourner dans la gare centrale de Chicago. Donc voilà, je pense que on ne peut pas faire pire comme premier jour de tournage, on va dire de cette façon-là aux États-Unis. Voilà. Et donc tu te retrouves avec un budget de combien de dollars? C'est des films qui sont toujours entre 16-17 millions de dollars below the line, c'est-à-dire sans les salaires comédiens, jusqu'à 20-25. C'est pas des films qui coûtent très très cher. C'est des films plutôt accessibles. Il y a plein de films français, un paquet de films français qui se font avec ces budgets-là. Mais donc voilà, donc on a le problème, l'avantage et le problème de ces films-là, c'est qu'on est sur des budgets malgré tout encore humains, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des 60, 80, 90 millions de dollars, où là il y a une pression qui est différente. Donc on est plutôt libre de nos mouvements sur des budgets aussi serrés que ceux-là, quoi. Et justement, comment ça se passe, un tournage aux États-Unis, et notamment ce premier tournage? Quelles ont été tes expériences? Alors, Colombiana, ça s'est très bien passé. C'était Ariel Zetoun qui était le producteur exécutif du film, c'est-à-dire qu'il faisait le line producing du film, parce qu'il avait une prod au Mexique. Donc ça a été un peu compliqué parce qu'il n'avait pas tourné aux États-Unis. Lui, il pensait qu'on allait aller tourner avec une caméra sous le bras à 3 aux États-Unis. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc du coup, on a tout créé, c'est-à-dire qu'on a dû apprendre les uns et les autres. Et du coup, on a fait une demande de visa sur 22 personnes à l'époque. Donc de visa parce qu'il était hors de question que je parte travailler avec une équipe américaine pendant, je sais plus, on a dû tourner en tout, en cumulé 1 mois là-bas. Et puis que je laisse mon équipe française, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc du coup, je lui avais dit non, on va faire une demande de visa. Il m'a dit on n'aura jamais les visas. À la sortie, on a eu nos 22 visas. Donc en fait, la technique, elle est que moi j'ai un visa O1, je peux travailler là-bas, et toute mon équipe a des O2, c'est-à-dire qu'il faut travailler sous mon visa. Et on a vite compris en fait qu'il fallait, dans la mesure où on arrivait à justifier que l'équipe française avait un rôle très particulier, ils acceptent les visas. Donc je pense que c'est unique. À partir de là, dès l'instant où on a eu cette vingtaine de visas, personne ne pouvait nous refuser des visas après dans l'avenir. C'est pour ça qu'on a réussi
sur effectivement Taken 2, Taken 3, à aussi facilement avoir le même nombre de visas, quoi. Donc, voilà. Donc, en fait, peut-être pour Après, comment ça ouais. se passe, bon, Pour le c'est- public, ce qui est peut-être important de savoir, c'est que ton équipe technique est française. Oui, globalement française. Quasiment française. Ouais. Donc, La base de l'équipe technique est française. Ouais. voilà. C'est-à-dire, à part le chef-op qui change, Transporteur, il était italien, Colombiana français, Taken 2 français, Taken 3, il était norvégien, mais bon, c'est une équipe européenne à la base. Voilà. Tous les chefs de poste sont français, c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps, parce que j'ai vite compris qu'aux États-Unis, la problématique était la communication et surtout la rapidité d'exécution. Donc en fait, je me suis rendu compte que les unions contrôlent vraiment tout. Et ce qui fait que, comme je dis, contrôlent tout, c'est eux qui payent la sécurité sociale, donc les frais médicaux et ainsi de suite, la vieillesse, la retraite des techniciens. Donc effectivement, les gens sont tenus par les unions là-bas. Donc on comprend très rapidement qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas leur demander et qu'il y a une liste de choses qui est assez compliquée, effectivement, aux États-Unis. Et avec une équipe française, on a cette possibilité d'être beaucoup plus libre. Moi, je cadre déjà aux États-Unis, ce qui est quasiment impossible pour un réalisateur étranger. Mes assistants opérateurs sont français. Voilà, on a vraiment une équipe en déco. Le chef déco est français. On a vraiment une équipe de base française pour pouvoir avoir la communication et surtout gérer nos propres budgets. C'est-à-dire que on n'est pas sur des films qui coûtent très cher, mais enfin, on est sur des films qui, malgré tout, vu la particularité des films, c'est pas des films à gros budget, donc du coup, on doit dépenser cet argent de façon le plus intelligemment possible pour que ce soit à l'écran et non pas dans la poche des unions ou des. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a tout un tas de trucs qui fait que vous dépensez très très rapidement de l'argent. Enfin, vous laissez beaucoup d'argent aux unions. Voilà. Et justement, au niveau des producteurs et de la production, ils acceptent facilement que lorsqu'ils sont intéressés par toi, de dire je viens avec mon équipe. Non, ça se passe pas voilà, du tout facilement, même encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Maintenant, après, il y a un poids financier. Vous arrivez avec un box-office, donc effectivement, si vous dites, moi, mon chef-op, mon monteur, tous ces gens-là, je veux travailler avec eux. Voilà, ça, c'est dans votre contrat. Enfin, moi, c'est dans mon contrat, donc effectivement, ils peuvent pas y échapper. Ils veulent ou ils veulent pas. Ils veulent pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Le problème, il est que c'est très compliqué de travailler aux États-Unis. On peut travailler tout seul, mais alors, dans ces cas-là, il faut, on fait pas les mêmes films. Nous, on est sur des budgets qui sont pas, je le répète, qui paraissent des gros budgets, mais qui sont pas énormes. C'est-à-dire qu'un Bourne, c'est 60-80 millions de dollars. On est sur les mêmes cadres, mais avec beaucoup moins d'argent. Donc, on est obligé d'être plus malin. On ne peut pas faire ces films-là aux États-Unis avec une équipe américaine de cette façon, en tout cas. Est-ce que tu as des exemples justement du côté plus malin Et pour tout, en fait, c'est-à-dire qu'une journée de tournage, en tout cas avec mon équipe, tous mes techniciens, on va dire, sont responsables de leur secteur, responsables financièrement. Ils doivent rendre le budget dans le sens où ils doivent le contrôler. Par exemple, quand on a fait Taken 3, au début, chaque fois, ils nous disent oui, c'est pas possible pour des raisons d'union, machin. Bon, tout est toujours possible. Il faut juste déconstruire ce qu'ils nous proposent. Et la scène de l'autoroute qu'on a tournée, elle coûtait sur papier pour les Américains 2 fois et demi plus cher, budgété par des Américains. Donc l'idée était de prendre ce budget, de leur dire c'est bien gentil, c'est super, enfin génial, merci. Donc maintenant on vient avec les SFX qui étaient Big Bang, donc Hubin et JC. On vient avec les effets spéciaux et nous on voit comment est-ce qu'on peut faire ça de telle façon et telle façon. Et après voilà, eux ils avaient budgété 3 semaines, un peu plus de 3 semaines de tournage sur une autoroute en Californie, ce qui coûtait très cher de bloquer une autoroute pendant 3 semaines. Parce qu'ils se baguent dans tous les sens, ils sont bordés dans tous les sens. Et nous on a dit non, on va le faire, on a besoin de 2 week-ends seulement et on l'a fait en 2 week-ends. Donc ça veut dire qu'on tourne avec 3, 4, 5 plateaux. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas les plateaux en même temps, mais on prépare un plateau, on tourne. Enfin, pendant qu'on prépare un plateau, on en tourne un autre et on en prépare encore un autre. Et en fait, on passe son temps à tourner comme ça. Ce qui veut dire qu'on a 0 préparation quasiment, puisque tout a été fait en même temps. Et on passe notre vie à tourner. Et ça fait des journées effectivement très bien remplies. Et le décor est exploité au maximum. Donc après, c'est un Rubik's Cube, hein, c'est très compliqué d'expliquer ça en 3 mouvements comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'à l'écran, quand on voit Taken 2, 3, enfin voilà, et les films que tu as faits, on ne voit pas de
différence, je veux dire, avec des films américains à des budgets de 100 millions de dollars. Donc après, tu as une lourdeur. Tu peux faire un film à 80 millions, mais les 80 millions, tu les as pas à l'écran parce que voilà, après, tu as une lourdeur. Et sur un plateau américain, donc juste à titre d'exemple, par exemple, vous avez les Teamsters, donc les gens qui sont chargés enfin les transports. Vous avez un camion, il y a 2 personnes qui sont allouées au camion. C'est-à-dire 2 personnes qui ne font rien de la journée, qui sont là. Et après, c'est en fonction des portes. Si vous avez 4 portes dans le camion, dans une loge, il y a 4 personnes. Et donc, vous avez tous ces gens-là payés à chaque fois. Donc ça, évidemment, on est obligé de l'avoir quand on est aux États-Unis. Mais après, on essaie de... Voilà, on dit, on n'a pas besoin de tant de camions. Un Américain vous dira, parce qu'il doit faire travailler les unions vous dira, moi, j'ai besoin, je sais pas, un chef costumier, de tant de camions parce que j'ai... Voilà, on a un chef costumier français, on a l'habitude d'en avoir un, et puis c'est tout. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu mal aux fesses parce qu'on leur dit, non, nous on a l'habitude de faire ça comme ça, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Donc effectivement, ça réduit considérablement leur input. Mais si vous les laissez faire, vous travaillez dans leur logique et ça coûte cher. Voilà. Mais c'est un système, c'est une économie, donc c'est normal que ça coûte cher parce que ce système s'auto-alimente. Enfin, c'est complètement normal, quoi, pour eux. Voilà. Nous, c'est notre argent qu'on laisse là-bas, donc c'est pas pareil. On est obligé de faire attention. Et c'est vrai qu'une journée, on avait les chiffres, une journée à LA, c'est une journée de tournage à LA, c'est 2 journées de tournage à Atlanta, et c'est 3 à 4 journées de tournage en France. Voilà. Donc, et je parle même pas de New York où c'est encore plus cher. Donc une journée tournée à Los Angeles, c'est 3 à 4 journées tournées en France. Et la France n'est pas particulièrement un pays bon marché, quoi. Voilà. Donc quand vous avez ces chiffres-là, vous équilibrez. Vous dites, je suis obligé de tourner 3 semaines à LA. Ces 3 semaines à LA vous coûtent plus cher que tout le reste du film. Voilà. Mais c'est comme ça. Voilà, vous rebalancez, vous rééquilibrez. C'est là où est le talent effectivement de mon équipe, d'arriver effectivement à faire passer les éléments d'un côté de l'autre côté, quoi. Et on avait envie d'évoquer le rapport aux comédiens aussi, qui est quand même très différent, puisque ce sont des comédiens américains, Liam Neeson et Zoé Saldana, etc. Donc comment s'est passée dans la mesure où ils n'avaient pas tourné avec la mesure où tu parles anglais, tout se passe déjà beaucoup mieux. Donc l'anglais, pierre angulaire, quand même du cinéma. Voilà, c'est très con, mais en fait, on ne se rend pas compte que la communication, surtout sur les films américains, voilà, ça passe par l'anglais. Si on ne parle pas anglais, c'est plus compliqué. Donc il y a un vrai fossé, et il y a un vrai truc qu'ils n'arrivent pas à intégrer. Voilà. Donc Liam, par exemple, il est super sensible à comprendre les choses, et ainsi de suite. Zoé, c'est plus simple parce que elle est d'origine portoricaine, elle parle espagnol avant de parler anglais, donc elle a ce côté. Voilà, Statham, c'est anglais. Voilà. Donc c'est vraiment, faut juste comprendre qu'il faut communiquer parfaitement et que toute la communication sur un tournage anglo-saxon doit être parfait. Donc tous les gens avec qui je travaille parlent tous anglais parce que sinon c'est pas possible, quoi. C'est impossible. Et sur la direction d'acteurs, puisque tu as tourné avec des acteurs français et des acteurs étrangers, est-ce que tu as une différence? En fait, peu avec des acteurs français, bizarrement. Maintenant, j'ai tourné beaucoup plus avec des acteurs anglo-saxons que français. La différence aujourd'hui non plus, parce que là j'avais fait un cast il y a 2 ans pour French Doctor, et maintenant le niveau des comédiens en France, le travail des comédiens a vachement évolué, a vachement changé, et j'avais du lourd, j'avais des gens vraiment bien. Maintenant, voilà, quand vous travaillez avec Liam Neeson ou avec Forrest ou avec Zoé, il y a une facilité. Après, avec Zoé, il y a 2-3 mois de préparation avant le film. Avec Liam, c'est surtout de la discussion sur les dialogues, le scénario, comment ça se passe, mais on connaît tellement le rôle que c'est très précis. Ça dépend des comédiens. Forrest, il y a beaucoup de préparation aussi, il aime bien faire le tour, créer un personnage, donc on crée, voilà, il veut tous les détails, on crée vraiment des personnages. C'est variable. Maintenant, il y a un niveau, effectivement, il y a un niveau de jeu qui est assez, c'est un jeu qui est un petit peu différent, effectivement. Déjà dans les voix, quand vous les entendez parler, c'est au ras des pâquerettes, vous entendez quasiment rien parce que il faut prévaloir vraiment d'abord le jeu et pas le son. En France, on projette beaucoup plus. C'est pas effectivement la même sensibilité, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un bon paquet de comédiens français commencent à être à niveau. On n'a pas à rougir du niveau des comédiens ici, quoi. Non, mais la question, c'était plutôt le rapport des comédiens aux techniciens aussi, c'est-à-dire le respect
sur un plateau. Après, justement, voilà, c'est une industrie aux États-Unis, donc en fait tout le monde fait partie de ce. Donc c'est vrai que les comédiens américains, surtout au niveau de l'IAM, ont un respect du technicien parce qu'ils savent que le moindre électro va les éclairer. Enfin, tout fait partie. On est tous à leur service. Voilà, c'est ça la grande différence. C'est vrai qu'ici c'est plus compliqué parce qu'il y a le côté un peu plus pas star, mais un peu plus, voilà, on est comédien, on voit pas trop ce qui se passe autour. Voilà. Mais je dis que ça tend vraiment à plus que changer. Je vois des jeunes, toute la nouvelle génération de comédiens, ils ont la même culture que nous et ils ont aussi cette espèce de logique de connaître la technique, les techniciens, de connaître les chefs opérateurs, de s'entendre avec eux. Voilà. Un chef opérateur aux États-Unis, il est super important, beaucoup plus important peut-être qu'ici, parce que le comédien avait un vrai dialogue, parce qu'il est présenté telle et telle façon. Et des gens comme Liam Neeson ou Zoé savent exactement comment il faut ou pas les éclairer, quoi. Donc il y a une proximité voilà, parce que c'est une industrie, c'est aussi quelque chose de plus rapide. Ici, on est encore on n'est pas encore du ministère de la Culture. Donc, non, mais voilà, on a des super bons chefs-op ici. On a pas les meilleurs, mais on en a un paquet qui sont quand même au top. Et c'est vrai que quand c'est dans un film français, ça reste la technique, faut pas en parler. Le point, on n'en parle pas. La lumière, on n'en parle pas. Enfin, on parle de rien. Dire que non, le cinéma, c'est un tout. C'est des gens qui font un film. Donc c'est ça qui est très compliqué ici et qui est moins compliqué aux États-Unis, quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire du cadrage? J'ai toujours cadré. Toujours. Depuis mon premier court-métrage, donc en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais un chef opérateur avec qui je travaillais, on tournait soit à 2 caméras et comme il n'y avait pas de cadreur, j'ai toujours cadré. J'ai toujours cadré en fait puis parce qu'en fait, il y avait beaucoup de mouvements de caméra particuliers. Sur mon premier court-métrage, je cadrais, comme on n'avait pas de steadicam, on n'avait pas d'argent, je faisais les plans avec un skate. Voilà, donc c'est aussi par nécessité économique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas cette possibilité-là. Donc j'ai cadré beaucoup dès le début parce que et puis après il y a aussi choisir son cadre, c'est-à-dire que moi je suis peintre à la base et c'est vrai que j'ai une idée assez précise, très composée des choses, de l'image, un film. L'étalonnage, j'y suis tous les jours, le mix, j'y suis tous les jours, le montage son, le film du début à la fin, on va dire, je l'accompagne. Voilà. Pour moi, c'est super important d'accompagner un film jusqu'à voir la première copie dans une salle, le tester pour être sûr que, et même dans les salles le premier jour, pour être sûr que nos amis de chez UGC, Pathé Gaumont, sous-mix, baisse pas le son quand le film passe, quoi. Et tu soulignais en fait lorsqu'on s'est rencontrés que cette expérience, cette expertise que tu as justement sur les tournages, sur la technicité aussi des tournages, tu l'apportais parfois aussi à des équipes de production qui n'avaient pas forcément cette expertise. Ça arrive ça arrive souvent en France, mais même aux États-Unis, parce que il n'y a pas autant de films d'action qui se font et il n'y a pas autant d'équipes de films. Enfin, c'est toujours les mêmes équipes. Sur Bourne, c'est toujours Vic. Enfin, c'est toujours les mêmes gens qui font les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on a une expérience qui est bizarrement unique. Mon équipe aujourd'hui, le steadicammer, les assistants opérateurs et ainsi de suite, même au son, ils ont fait, c'est très particulier, les films d'action, très très particuliers. Il y a d'un côté de la comédie, il y a du drame parce qu'il y a quand même pas mal de scènes compliquées à tourner, qui sont un vrai film, et puis un autre film à tourner à côté qui est l'action, qui est purement mécanique, où là on est vraiment sur comme je disais, des fois sur Tekken 3 on devait être 380, 400 sur le plateau sur les jours où on avait le plus de monde, quoi. Mais puis on pouvait se retrouver 3 semaines plus tard à être 15 sur le plateau. Donc c'est vraiment c'est pas une logique de film comme les gens ont l'habitude de voir ici, mais aux États-Unis non plus, parce qu'aux États-Unis ils aiment pas le côté équipe en accordéon, quoi. Ils aiment bien que l'équipe principale fasse ça, et puis après on envoie quelqu'un faire l'action ailleurs. Nous on a créé vraiment une entité très particulière où on fait tout, il n'y a pas de deuxième équipe, on fait tout le film. C'est-à-dire que dans la même journée on va faire des séquences de cascade le matin, et puis l'après-midi on va aller tourner des comédiens dans une scène de comédie pure. Voilà. Donc c'est aussi ça qui est très particulier, que les Ricains n'aiment pas faire. Ils aiment bien séparer aussi les choses. Donc finalement c'est une méthode qui est un prototype, puisque c'est ni une méthode américaine ni une méthode réellement française. C'est très particulier, et à la fois
vu qu'il y a un pôle français autour de ça, c'est vraiment très particulier. On est les seuls à savoir faire ces films de cette façon-là. C'est pour ça que moi je suis très sensible quand on parle de French Touch. On s'imagine toujours aux côtés, voilà, je sais pas, c'est Daft Punk ou des gens comme ça qui utilisent la French Touch. Pour nous, c'est important parce que aux États-Unis, ils savent pas faire les films comme nous on les fait. C'est ça qui est très particulier. Ils n'arrivent pas à faire ça comme on le fait nous parce que ça passe aussi par énormément déjà, ça passe par une équipe qui a l'habitude et ils n'ont pas ce genre d'équipe déjà clé en main. Donc ils essayent de nous piquer à droite, à gauche nos techniciens, mais ça reste des éléments, c'est pas une équipe. Et puis le chef d'orchestre n'est pas le même. Donc un réalisateur américain aura une tendance à avoir sa première équipe, sa deuxième équipe, enfin, voilà, et de gérer ça de cette façon-là. Nous, c'est un groupe. Voilà, c'est vraiment unique, c'est vraiment unique comme façon de faire. Et ils aimeraient bien savoir faire parce que ça coûte beaucoup moins cher de faire ce genre de film de cette façon-là, mais c'est pas si simple. Justement, en termes d'économie, tu nous donnais une anecdote qui était assez sympathique, c'est que il y avait une production qui souhaitait faire une explosion de voiture en VFX, alors que toi, tu suggérais plutôt une explosion naturelle, on va dire, voilà, en prenant une voiture, en la faisant exploser. Et bon, il y a eu vraiment une discussion. Ils ont tranché pour le VFX qui a coûté bien plus cher. En fait, c'est toujours le même problème. En fait, faut savoir que quand on a un line producer, un directeur de prod, un producteur aisé en face de vous, il a toujours l'impression de savoir mieux les choses et de vouloir faire le film à votre place. Donc en fait, on parle d'un budget, quand on parle de line producing, enfin quand on parle de budget de tournage, c'est un budget de tournage. Tout ce qui parle de VFX est sorti du budget de tournage. Donc c'est assez facile pour un directeur de prod de se dire tout d'un coup, j'ai 250 ou 300 000 euros à sortir à tel ou tel endroit, bah tiens, je vais virer ça va être fait en post-prod, c'est plus mon budget. Donc c'est un peu la facilité qu'on a sur tous les films, hein. Donc il faut bien repérer les dangers, et puis après, c'est de bonne guerre d'essayer effectivement pour lui de nous serrer le kiki le maximum, de façon à ce qu'effectivement on fasse le maximum de choses avec le moins d'argent possible. Et là notamment, c'est sur Taken 2, il y avait une explo qui était prévue, et puis il y a une bagarre avec le dire de prod pendant, ça a duré des semaines. Et comme il voulait pas lâcher parce qu'il y a un problème de pouvoir, et c'est la seule chose qui lui restait, la sortie, il dit mais non, mais ça on avait dit qu'on le ferait en SFX, en VFX. Je dis, mais jamais de la vie j'ai pu dire ça, parce qu'une explo en VFX, surtout une voiture qui explose, c'est pourri, on le sait. Enfin voilà, et puis ça coûte super cher surtout. Donc au bout d'un moment, je l'ai pris à son propre jeu, c'est-à-dire que Hubin qui s'occupe des SFX, moi je savais ce que coûtait une vraie explosion d'une voiture, c'est-à-dire on avait tous les éléments, une bagnole, une ruine, ça coûtait 6 000 euros. Faire exploser une bagnole, 6 000 euros. Donc mettre 4 caméras autour, ça coûte pas grand-chose, bing, on l'a fait péter, c'est réglé. Donc à la sortie, je fais ok, faisons ça en VFX, 44 000 euros. Voilà. Donc, et c'est pourri, et le plan est pourri. Donc en fait, c'est toujours le même truc. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps sur le projet de film en Chine. Je me suis retrouvé avec un line producer américain qui tout d'un coup reprend le budget et dit oui, génial, j'ai trouvé des solutions, machin. Alors là, je trouve ça super génial quand quelqu'un trouve des solutions. Et donc du coup, oui, il faisait tout sur fond vert. C'est sur un rallye, et donc chaque fois il s'arrête dans une ville. Donc c'est comme si vous suivez de Paris-Dakar, et qu'à chaque fois, on suit. Donc il voulait coller les gens sur fond vert et puis changer les fonds systématiquement. Je dis oui, ça c'est de la télé, enfin c'est ce qu'on fait à la télé, nous on fait du cinéma. On est dans des décors hallucinants, on va pas coller les gens systématiquement sur fond vert. Enfin, faut un moment, il y a juste de la production value qu'on doit avoir à l'écran, et on peut pas tout faire comme ça, donc non. Et il tenait son truc, voilà. Donc à la sortie, on s'est séparés, on s'est passé de ses services parce que c'était pas possible. C'est un autre film, c'était un film différent. Et il s'en foutait parce que c'est pas lui, il a pas son nom, c'est pas lui qui est responsable de tout ça à la fin, quoi. Alors justement, le metteur en scène est le seul à être responsable. On est le seul. En cas de succès, on est un peu associé, mais quand ça marche pas, c'est de notre faute intégralement. Enfin, de toute façon, vous portez tout dans tous les sens. Hein, voilà. Alors pour parler de tes prochains projets, il y en a un qui est forcément très intéressant. Je pense que c'est pas encore circulé totalement, l'information n'a pas été divulguée. Peux-tu nous en dire plus sur ce tournage en fait, qui va se dérouler en Chine? Pourquoi la Chine aussi? Moi, ça fait 7 ans maintenant que je travaille en Chine, que je fais des publicités là-bas, que j'ai suivi. En fait, la chance, c'est que mes films sont sortis en Chine. Alors, pour les gens qui ne savent pas, en Chine, il y a une censure, il y a des quotas, il y a, je ne sais plus, 30, 40 films étrangers qui sortent par an. J'ai eu la chance que mes 4 derniers films sortent là-bas. Donc, ça veut dire que j'ai pas un passe-droit, mais
j'ai la chance d'avoir sorti 4 films là-bas, ce qui est plus facile pour tourner là-bas. Donc j'ai commencé à faire des pubs, et puis les producteurs chinois qui ont commencé à émerger il y a 3-4 ans m'ont contacté, et voilà, je connais maintenant quelques producteurs, voilà, et du coup il y a pour moi, enfin, il y a des décors délirants, parce que j'ai tourné dans des endroits hallucinants. Il y a une méthodologie de travail qui est très proche de la nôtre, enfin des Français. C'est-à-dire que les Chinois ne sont pas du tout comme on imagine, c'est des gens très latins, très des merdes, très... Donc en fait, c'est assez passionnant de bosser avec eux, ils veulent apprendre beaucoup de choses, ils sont très volontaires, très passionnés, donc ça c'est vachement bien. Et puis bah voilà, il y a une technologie qui est en train d'exploser là-bas, ils découvrent le cinéma, et c'est vrai que c'est pour nous, c'est un petit peu, ça nous change d'aller tourner dans des pays à chaque fois où on est obligé de courir après tout, quoi. Là-bas, ils ont quasiment tout, et je dis pas qu'ils savent pas s'en servir, mais ils découvrent, donc ils sont vraiment dans le tout début donc c'est ça qui est passionnant. Et puis bah, j'ai eu plusieurs propositions de projets, et il y a à peu près un an, on m'a proposé un film avec Keanu Reeves que je connais depuis longtemps et avec qui on avait envie de travailler, et puis bah, voilà, on est parti là-dessus. Je suis parti en repérage en avril-mai, et puis voilà, on va tourner un de ces jours en Chine. Après, pourquoi ? C'est parce que le marché chinois est en train de devenir, probablement dans les 2 ans à venir, le plus gros marché mondial. C'est-à-dire qu'il va dépasser les États-Unis, enfin hors Inde. Il va dépasser les États-Unis en box-office. Il y a un milliard de films qui sont en train de se profiler là-bas. Les Chinois ont acheté pas mal de boîtes américaines. Voilà, il y a une explosion qui est en train de s'opérer là-bas, et qui fait que c'est déjà le marché de demain qui est vachement intéressant, parce que maintenant on a des coproductions sino-américaines de plus en plus intéressantes. Là, le film, c'est Fondamental qui produit, Lionsgate qui distribue à l'international et au domestique, donc ça nous donne tout ce qu'on aime, c'est-à-dire des Américains qui connaissent parfaitement ce genre de film, et puis des Chinois qui développent, qui connaissent aussi, puisqu'ils ont distribué mes propres films là-bas. Donc voilà, c'était l'occasion. Et puis les scénarios me branchent, Keanu ça me branche, voilà. Et puis c'est des décors délirants. C'est-à-dire que vous êtes dans des endroits, vous savez pas, enfin vous imaginez pas un instant que ça peut. Donc c'est un énorme jouet tout d'un coup qu'on vous donne, et c'est vrai que c'est génial. Enfin, pour moi c'est. Et ton équipe va être française ? Une grosse partie de l'équipe va être française, enfin la même équipe que d'habitude, c'est Dick Hammer, voilà, chef-op, assistant opérateur, et ainsi de suite. Il y a des choses où ils sont à notre niveau, et puis il y a des choses où ils ne le sont pas encore. Donc Dick Hammer a fait 2 ou 3 films là-bas déjà. Voilà, il y a plein de gens qui font déjà des films en Chine, quoi. Enfin, on ne le sait pas particulièrement ici. Faire des films d'action, en France, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a quasiment pas. Il y a très peu de films d'action qui se font. Donc voilà, à part Luc et quelques autres, et encore, il y en a un par an, 2 par an, quoi. Donc en Chine, ils font 25 films par an, donc en tout cas films d'action. Donc pour nous, c'est plus intéressant d'aller travailler là-bas aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut faire en France pour améliorer ce ratio de films d'action dont tu parles ? C'est-à-dire quels sont les... Merci, au revoir. Honnêtement, rien. Qu'est-ce que vous voulez faire quelles incitations, qu'elles soient publiques, privées, si tu devais réfléchir à des solutions. C'est toujours le problème. On a un public, le public va au cinéma, le public voit des films. Ok. Donc c'est pareil pour la télévision. On a un public, le public, les télévisions adorent les séries télévision. Tout le monde aujourd'hui adore Netflix, tout le monde adore Stranger Things, Mindhunter, Game of Thrones, ainsi de suite. Je vous défie d'aller avec des projets tels que ceux-là, aujourd'hui voir une chaîne de télé française. Enfin, il y a encore un vrai problème ça ne marche pas, ça se fait pas. Il y a un problème de développement, il y a un problème de moyens, il y a beaucoup de choses, quoi. Donc après, en termes de fiction pure, cinéma, le problème, c'est que si on veut faire un film qui marche à l'international, il faut le faire en anglais. Donc déjà, on n'est plus dans la case film français, alors que je rappelle, ce sont des films CNC français. C'est-à-dire que moi, les films que j'ai faits, ce sont des films français. Mais vous n'êtes plus considéré comme un film français. Il faut un Taken 2, Taken 3, ce que vous voulez. Sauf Valérian ou Luc Besson. Sauf pour Valérian, où Luc Besson a obtenu quand même... on est des films français, c'est-à-dire qu'on a le label film français. Mais alors que le film était en langue anglaise. Pour la majeure partie du cinéma français, on ne fait pas des films français. Je défie aujourd'hui, vous dites aux gens dans le cinéma, aux critiques, aux producteurs, à qui vous voulez, c'est pas des films français pour quoi. Alors que techniquement, on fait des films français. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas super grave. Voilà,
c'est pas, c'est comme ça, on s'y est habitué. Il y a une bulle qui s'est installée où effectivement le film de genre et surtout le film d'action, c'est pas notre. On a décidé en France que c'était pas notre truc, c'est pas notre public, c'est pas notre, voilà. Les Américains font mieux que nous, donc il y a qu'à juste acheter ce qu'ils font, c'est tout, quoi. Donc le problème est qu'il y a peu de financement, très très peu de financement, quoi. Aujourd'hui, le film de genre c'est relégué aux plateformes Black Pills, Studio Plus. C'est ça on va dire les séries de genre et les films de genre, c'est relégué à peu d'argent et on donne peu d'argent. Alors même qu'on a vu ce matin à la table ronde à la présentation ce matin sur les chiffres, que les films de genre français, finalement, comme Grave par exemple, vendaient très bien dans le monde entier. Oui, la part de science-fiction représentait, ou de fait de science-fiction, thriller de genre, représentait 38 ou 39%. Oui, mais le financement du film de genre, c'est pas 38% du financement. Peut-être que, en tout cas, on peut se donner rendez-vous dans un an et voir si, en effet, il y a l'évolution. Ça n'a pas changé. Voilà, j'ai des projets de films en France. Je vois la réponse des financiers, chaînes, distributeurs, ainsi de suite. Il y a une vraie frilosité à aller sur un film. La réalité est que si vous faites un film en français, un film de genre en français, un film de genre en français, il va coûter entre 5 et 10, 12, 14, 15 millions d'euros. Vous savez ce que ça veut dire en salle. Ça veut dire qu'il faut faire 1 million, 1,5 million, 2 millions d'entrées minimum. Donc un film de genre aujourd'hui ne les fait pas. Enfin, en tout cas, en français, ne les fait pas. Il y a quasiment aucun film qui le fait, quoi. Il faut être en anglais pour arriver à ramener ce genre de chiffres en salle en France. C'est une réalité. Donc le problème, il est que voilà, on ne va pas demander à des gens d'aller investir sur des films qui leur coûtent de l'argent. Enfin, c'est aussi mécanique, quoi, voilà. Aujourd'hui, si on fait un film de genre, il ne faut pas dépasser 3 millions d'euros. Voilà. Et là, on a des chances d'y arriver. Quand j'ai des chances, la liste est très longue derrière. Enfin, la file d'attente est très longue parce qu'il y a énormément de jeunes réalisateurs qui veulent faire du genre et il y a très très peu de place, quoi. C'est ça. Damien, je te laisse la question de la fin. La question de la fin, c'est quelle serait pour toi, d'une certaine manière, la définition de la French Touch, qu'on a un peu répété toute la journée, mais est-ce que tu peux la caractériser? Est-ce que tu vois des éléments qui nous correspondent vraiment? De mon côté, enfin du côté d'un metteur en scène qui fait des films internationaux, la French Touch, c'est la façon, cette espèce de légèreté, mais de cette façon très particulière qu'on a de faire nos films. C'est des films qu'on a, les 4 derniers films en tout cas que j'ai pu faire, avec effectivement des recettes qu'ils ne connaissent pas aux États-Unis et qu'ils ne connaîtront jamais parce que culturellement ça nécessite... c'est pas possible. Pour eux, c'est quasiment impossible. Donc ça, c'est typiquement pour moi la French Touch. Effectivement, quand on arrive à les bousculer et quand vous vous rendez compte que quand vous faites un Taken 2 et que ce week-end-là, vous avez sorti Tim Burton, enfin, je ne vous dis pas la liste, c'est vrai que vous ne vous en rendez pas compte au début. Et puis, en fait, c'est exceptionnel. Et c'est en ça qu'effectivement, ils nous saluent encore aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous arrivez aux États-Unis, eux, ils connaissent les chiffres. Donc, ils savent qu'un Taken 2 a fait 380 millions de dollars aux États-Unis, worldwide. Donc, en fait, ils ont ces chiffres et ils rêvent de faire ces chiffres-là. Ici, on est encore à compter les nombres d'entrées. On ne parle pas d'argent ici, on ne parle jamais d'argent. C'est très compliqué de parler d'argent en France. Donc la French Touch, elle est à l'étranger, elle n'est pas ici. Non mais c'est vrai, hein, moi je suis plus connu à l'étranger qu'ici, parce qu'ici on s'en fout. Ici on a suffisamment de metteurs en scène, ça ne les intéresse pas, c'est pas du cinéma. Enfin, voilà, je vous passe les dénominateurs, mais c'est pas très grave. Voilà. Mais quand je fais 3,2 millions avec un Taken 2, les gens au lieu de vous dire c'est cool, non, c'est normal. D'accord, faites 3,2 millions avec un film en France, puis on en reparlera. C'est ça qui est génial, c'est que nous, quand je fais des films, c'est toujours facile et c'est normal. C'est ça qui est génial. Enfin, moi, j'ai fait des films avec pas d'argent, c'était difficile aussi, et faire des films avec un peu plus d'argent, mais pas d'argent pour les films que je fais, c'est aussi très très difficile, quoi. Il y a ce côté, voilà, c'est le côté franchouillard, très jaloux, il a de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est juste que je travaille, c'est tout. Enfin, il y a un moment, c'est faire à l'infini les mêmes films ici, c'est génial, quoi, c'est super. Et que nous, que moi j'arrive à faire des films et qu'en plus ces films fonctionnent, c'est normal. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Il y en a plein qui se sont plantés, mais on ne les voit pas, ceux-là. 99%, enfin,
Je pense qu'avec Luc, on est les deux seuls à avoir réussi. Et moi, j'ai la chance d'avoir réussi sur mes 4 derniers films. Donc, il y a peu de réalisateurs français qui peuvent dire, effectivement, on s'est frotté au requin. C'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Et c'est tous les jours. Là, il y a un film qui vient de sortir avec Liam, qui s'appelle Commuter. On me l'avait proposé. Et c'est vrai que je me dis, ça va pas faire... voilà, quitte à faire un film d'action... vu l'histoire, on va pas arriver à des scores mirobolants. Le film fait 15 ou 16 millions premier week-end. Nous, on fait 50 millions premier week-end. Quitte à partir sur des films, il faut partir sur des films quitte à faire de l'action, autant faire des films qui soient à tout niveau des succès. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Moi, sinon, je me remets à faire des thrillers à 1,5 million et puis je m'amuserai très bien. Et ça sera ma vie. C'est génial, voilà. Non, mais il faut être pragmatique, sinon ça sert à rien, quoi. Il y a encore de la pédagogie. Non, mais ça sert à rien parce qu'en France, voilà, on met tous sur le même niveau et puis voilà, c'est pas très grave, quoi. Moi, j'ai été choqué. Les 2 fois où j'ai été choqué, c'est 2 fois j'ai été invité au trophée du film français qui sont tous les ans. Et les 2 fois, j'ai fait ces années-là quand je dis les plus gros chiffres. Avec Taken 2, je crois qu'on avait fait 55 millions de spectateurs monde. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui font 55 millions de monde. Et avec Taken 3, 40, je ne sais plus combien. Donc voilà. Les 2 fois, donc on m'invite au truc du film français. Je me dis, tiens, c'est pour me filer le trophée du film international qui a fait le plus d'entrées. Et chaque année où j'y étais, ils trouvaient une reformulation. Donc la fois d'avant, c'était pour Intouchable. Enfin, oui, c'est génial. Enfin, j'adore Intouchable. C'est génial. Il a fait un carton dans le monde entier. Mais c'est pas le film qui a fait le plus d'entrées cette année-là dans le monde entier. Et l'année d'après, enfin 2 ans plus tard, c'était pour Taken 3 et ils l'ont filé au Petit Prince. Et là, il y a des choses qui m'échappent, quoi. Après, voilà, j'ai pas ma cheminée n'est pas faite pour mettre des prix, donc je m'en fous. Mais il y a un moment, il y a un truc on est dans une bulle ici, et c'est ça je me dis, quand on est jeune metteur en scène en France, qu'on veut faire des films à l'international, puisque c'est l'avenir aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai un fils qui a 22 ans, c'est leur avenir. Hein, c'est le cinéma français tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas sûr que dans 20 ans il existera tel quel, quoi. Donc il faut former les gens, il faut leur apprendre à se battre au niveau international et leur donner tous ces codes-là. Et j'ai pas l'impression. Et garder leur entité, parce que c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que moi j'ai gardé mon identité française, ma façon de faire les choses, quoi. Mais c'est ça, ici on a l'impression d'être en terrain ennemi. On fait pas du cinéma. Moi je fais pas du cinéma. Comme dirait Alexandre Aja, des fois j'ai l'impression de faire du film porno. Quand je lis les critiques, j'ai vraiment l'impression de faire du porno. Je pense que, et encore je ferais du porno, on m'allumerait moins. Voilà. En tout cas, nous, on te décerne le prix de l'industrie du rêve. Voilà. Mon cher Olivier, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On se donne rendez-vous dans 1 an pour parler du film avec Keanu Reeves. Dans 1 an, ça va être un peu dans 2 ans. Dans 1 an et demi, ouais. Dans 1 an et demi. Et puis, je pense que tout ce que tu as dit en termes de formation et tout ça sera attentivement écouté et étudié par un certain nombre de personnes, d'intervenants qui ont été présents aujourd'hui et qui sont totalement ouverts à une discussion avec toi. Je crois que c'est important de se donner l'envergure, de conquérir les autres marchés. Moi, ce que je comprends, ce que j'aimerais, c'est d'avoir... toute expérience est bonne. On a la chance d'avoir un cinéma en France très varié. Et donc, c'est moi qui dis ça, très varié. Et le problème, il est que quand on a les gens qui sont censés faire des films d'auteur, alors que moi, je viens de là. Hein, donc, le cinéma d'action, en tout cas, le cinéma de grand public, fait pas partie du... Donc, c'est très bizarre. C'est qu'il y a cette espèce de clivage, alors qu'en fait, on participe de la même façon. Moi, je sais pas, mais quand je sors un film, c'est le même montant qui est pris sur ma place que les autres. Donc, je participe tout autant que les autres, et les autres participent. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est cette espèce de fossé qu'on a créé. J'ai déjà vécu ça dans la peinture avec l'art contemporain, et quand on voulait effectivement, on osait imaginer qu'on allait pouvoir peut-être être acheté par un frac, par une drague, et ainsi de suite. Non, ça va pas, vous faites du graffiti, c'est pas de la peinture. Et là, je revis la même chose avec le cinéma aujourd'hui. Donc ça me chiffonne pas plus que ça, puisque ça m'empêche pas de faire des films.
Mais je me dis c'est un peu dommage de continuer à vivre en France, payer mes impôts ici et que ça évolue pas, quoi, que ça bouge pas, quoi. Et j'adore le cinéma français. Enfin, voilà. Mais on espère que ça va bouger. On a l'impression que ça va bouger quand même. Ouais. Hein, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Soit dans 5 ans, on en reparle. En tout cas, merci beaucoup Olivier pour déjà d'être venu, parce que tu donnais un cours au théâtre, je crois, de théâtre des comédiens. D'être venu pour ce témoignage. On est vraiment très heureux. C'est un plaisir d'en parler. Maintenant, que tu sois venu et que tu sois dans ce livre. Ouais. Voilà. Donc, félicitations pour faire ce voile. Bravo à toi.